La Terre est comme un gigantesque organisme, et l'Antarctique en est le cœur. La pompe lente et régulière qui fait tourner le monde. L'Antarctique est considéré comme une réserve naturelle. Son influence sur nos vies est tellement énorme que nous n'en avons même pas conscience. Il est souvent vu comme une immensité de glace invulnérable, alors qu'en réalité, il est de plus en plus menacé. L'Antarctique est en train de changer, et à un rythme inquiétant. J'ai découvert ce continent en 1989. À l'époque, je l'ai traversé en traîneau durant 7 mois. J'y suis retourné à plusieurs reprises depuis, pour parcourir les hauteurs glacées de l'intérieur et longer les quelques 1000 kilomètres de côte de la péninsule. J'ai vu l'évolution rapide de cette région et j'ai aussi appris que dès les premiers instants, l'Antarctique vous reste à jamais dans la peau. C'est un endroit vraiment difficile d'accès. Pour ce voyage, nous avons décidé de louer un voilier. Depuis 20 ans, les 2 navires de Skipnovac, le Pelagic et le Pelagic Australis, sillonnent l'océan jusqu'à la péninsule antarctique. Cela nous a pris des années pour mettre au point les détails de cette expédition. En 1959, la communauté internationale a signé un traité destiné à protéger l'Antarctique. Ce texte stipule qu'il est interdit d'y laisser autre chose que des empreintes de pas. Et il oblige ceux qui s'y rendent à prendre à leur charge les éventuelles opérations de recherche et de sauvetage, ce qui complique les choses. En Antarctique, il n'y a ni garde-côte ni pompiers. Le 1er janvier 2008, départ de Port Williams au Chili. Nous mettons le cap sur le détroit de Drake, l'un des endroits les plus venteux de la planète. Comme membre de l'équipe, j'ai choisi mes plus fidèles compagnons de voyage. J'ai rencontré le photographe Pete McBride à Cuba, et depuis, nous avons sillonné le monde ensemble. Savoir qu'on ne survit que 3 minutes dans cette eau glacée, c'est un peu angoissant. Sean Farrell est un avocat californien et un très bon navigateur. Il y a une dizaine d'années, nous avons parcouru en kayak les îles Aléoutiennes. L'artiste et naturaliste Fiona Stewart a grandi dans une petite île du détroit de Bass, entre l'Australie et la Tasmanie. Je suis impatiente de voir des bébés manchots. Les oiseaux marins sont mes préférés et j'ai toujours rêvé d'aller dans la péninsule antarctique, d'en voir des nuées tout autour de moi. Rodrigo Jordan est un des alpinistes les plus célèbres du Chili. Il a notamment conquis le K2 et l'Everest. J'ai escaladé de la glace, des rochers. Je suis déjà allé en Antarctique, mais sur l'eau, je ne suis pas très à l'aise. C'est un environnement totalement nouveau pour moi. L'équipage est composé de 3 marins expérimentés. Stewart, le capitaine, Jess, le second, et Oliver Hicks, le 2e lieutenant, qui veut devenir un jour le premier homme à avoir fait le tour de l'Antarctique à la rame. J'ai souvent navigué dans le détroit de Drake. La mer y est parfois presque calme, mais elle peut aussi être démontée, avec des creux de 20 mètres. On aborde toujours le détroit de Drake avec prudence. Le temps est très changeant, très capricieux.
Ce qu'on redoute le plus, c'est d'avoir le mal de mer ou de passer par-dessus bord. Plus la mer est déchaînée et plus j'aime prendre des photos. J'espère que mon estomac va tenir. Ces 10 dernières années, j'ai parcouru le monde, continent après continent, pour étudier l'état de santé des mers et la vie des populations qui en dépendent. L'avenir des océans est étroitement lié à l'Antarctique. C'est pour ça que j'ai entrepris ce voyage. J'essaie de préparer le dîner. Je n'ai pas l'habitude. Tout bouge. Si on ne fait pas gaffe, ce qui m'est déjà arrivé, on en met partout. On a déjà passé 3 jours dans le détroit et traversé le front polaire. La grosse différence, c'est qu'on se rapproche de l'Antarctique et qu'il fait beaucoup plus froid. On n'est plus qu'à 140 km de l'île du Roi-Georges. On espère y être ce soir après minuit. Le continent n'est plus loin. Nous longeons notre premier iceberg. Il est compact et ancien. La glace est si tassée qu'elle ne contient plus de bulles d'air. Elle est d'un bleu intense. Nous slalomons entre les gigantesques sentinelles flottantes de l'Antarctique. Premier arrêt, l'île du Roi-Georges dans les Shetland du Sud, à 160 km au large de la péninsule. J'y ai entreposé des kayaks il y a un peu plus d'1 mois. Cette île abrite 8 bases de recherche de différentes nationalités et sa piste d'atterrissage peut accueillir de gros avions cargo. Le traité sur l'Antarctique stipule que ce continent ne peut servir qu'à des fins scientifiques. Il interdit sa militarisation ainsi que l'exploitation de son sous-sol. Ici, toute revendication territoriale est inutile, mais cela n'empêche pas l'instinct de propriété de certains. Villa Las Estrellas, le village des étoiles. Nombre d'habitants, 39. 39. Depuis quelques années, l'Argentine envoie des femmes accoucher en Antarctique pour revendiquer les premiers natifs du continent. Quant au Chili, il continue d'y expédier des familles entières. Cet homme récemment engagé comme contrôleur aérien est venu avec ses 2 enfants. Il y a sur l'île une école, une poste et même un guichet de banque automatique. Nous avons des Chiliens, des Russes. Quoi encore? Là-bas derrière, il y a la base chinoise et de l'autre côté de la baie, la base nord-coréenne. Comment une église russe s'est-elle retrouvée sur cette colline? Elle a été construite en Russie et réassemblée ici. Elle est bien ancrée. Oui. Et elle est très bien entretenue. Je vois. C'est plus amical. L'Antarctique, ce sont aussi ses figures locales. Ici, c'est les Caraïbes de l'Antarctique. Alero Contreras est le plus vieil habitué de l'île du Roi-Georges. Il a travaillé ici une vingtaine de saisons. C'est à ça que devait ressembler la Terre à l'ère glaciaire. Je suis le 27e à avoir atteint le pôle Sud. Attention, tous aux abris. Dans cette voiture arrive un homme très important pour notre expédition, le commandant de la base aérienne chilienne.
il a accepté de nous emmener dès le lendemain effectuer un vol de reconnaissance jusqu'à la pointe de la péninsule. On sort les kayaks après-demain. But de l'opération, vérifier l'état de la banquise afin d'établir notre itinéraire sur l'eau. Les côtes de la péninsule antarctique changent radicalement d'aspect à chaque saison. Pendant l'hiver austral, de mars à octobre, l'eau de mer gèle sur 19 millions de kilomètres carrés et la glace double la superficie du continent. Durant l'été austral, de novembre à février, une bonne partie de la banquise se désintègre, fond ou part à la dérive. Le premier coup d'œil est rassurant. Le détroit qui mène à la mer de Weddell est libre de glace. Mais quelques minutes plus tard, alors que nous survolons les îles Vega et James Ross, nous constatons que la banquise bloque le passage. Cette glace compacte, c'est ce qu'il y a de pire. On espérait faire le tour de Vega et peut-être même de James Ross, mais on est en train de survoler le chenal. La glace est trop épaisse, on ne pourra jamais passer. En Antarctique, c'est la glace qui fait la loi. J'ai pu m'en rendre compte lors de mon dernier voyage de préparation. Le tout premier navire de croisière de l'Antarctique, l'Explorer, s'est trouvé en difficulté à la pointe de la péninsule. À 1h45 cette nuit, on a reçu un appel de détresse. Le bateau avait heurté un iceberg et prenait l'eau. 6 heures après, les 154 personnes qui étaient à bord sont en sécurité. L'Explorer, lui, est en train de couler. Tous les passagers et membres d'équipage sont montés à bord des canots de sauvetage. Par chance, la journée était calme. S'il avait fait un temps normal, c'est-à-dire humide, froid et venteux, l'incident aurait pu tourner à la catastrophe. L'heure est venue d'embarquer les kayaks à bord du Pélagique. La grande aventure commence. Sur l'île du Roi-George, nous retrouvons également le dernier membre de l'équipe, le néo-zélandais Graham Charles. En 2001, cet homme a longé la péninsule en kayak sur près de 1000 km. Tout va bien. En Antarctique, tout peut changer d'un jour à l'autre, et encore plus d'une année à l'autre. Mes plus belles aventures sur la péninsule, je les ai vécues à bord de mon kayak. C'est une façon fantastique de découvrir cette partie du monde. Entre vous et le milieu naturel, il y a à peine quelques millimètres de fibres de verre. Et l'Antarctique sait y faire pour vous en mettre plein la vue. C'est une aventure de tous les instants. Nous mettons nos kayaks à l'eau dans la baie de Wilhelmina, tout près de l'épave du Gouvernoren. Ce baleinier norvégien était autrefois considéré comme le plus moderne de son temps. Mais en janvier 1915, lors d'une fête organisée à son bord, un incendie s'est déclaré qui a ravagé le navire. Les 85 membres d'équipage s'en sont tous sortis. Mais cette épave nous rappelle qu'en Antarctique, rien n'est jamais assuré. C'est glacé. Sous un ciel plutôt gris, nous contournons l'île Enterprise, à 250 km au sud-ouest de la pointe de la péninsule. C'est un réel plaisir d'avoir quitté le voilier et de filer au ras de l'eau dans nos kayaks. Depuis 10 ans que je sillonne le monde dans ce type d'embarcation, on me pose souvent la même question. Pourquoi le kayak? À laquelle s'ajoute aujourd'hui celle-ci, pourquoi en Antarctique? C'est parce que le kayak permet de se faufiler presque partout et qu'il offre une proximité inégalable avec la nature. Quelques millimètres à peine de fibres de verre nous séparent des eaux glacées de l'océan austral. Et dans le silence absolu, seuls s'entendent notre souffle et les pagaies qui fendent l'eau.
Le kayak est si discret qu'il permet d'approcher sans le déranger un léopard de mer. Ces manchots sont en train de chasser, mais ils s'amusent aussi. Ils friment, oui. Quand on les voit évoluer sous l'eau, on dirait un tout autre animal. Durant les longs mois d'hiver, la banquise qui enserre le continent s'étend de 3 km par jour. Avec l'arrivée du printemps et de l'été, cet anneau de quelques 19 millions de kilomètres carrés se désintègre et part à la dérive dans l'océan. La formation et la fonte de toute cette glace, année après année, affectent directement le système climatique de la Terre et la santé des océans. Le réchauffement planétaire influe sur la glace qui borde la péninsule. En une cinquantaine d'années, cette région de l'Antarctique a enregistré une augmentation de la température moyenne de l'air de 2,5 degrés à 5 degrés. C'est la plus forte hausse du globe. L'un des effets de cette évolution, notamment au plus fort de l'été austral, est la fonte de plus en plus rapide de la glace du rivage. Écrasé par un kayak. Bon sang. Vent et humidité, on ne peut pas imaginer pire. Le montage de chaque tente mobilise toute l'équipe et il faut faire attention à ne pas perdre la moindre pièce. Plus la température monte et plus il neige. Cela peut sembler paradoxal, mais l'explication est simple. Plus la banquise se rétracte, plus la mer s'évapore et plus il y a de précipitations. Il fait environ 5 degrés dans les tentes et 2 degrés à l'extérieur. Malheureusement, c'est de la neige fondue qui tombe. On a passé un sale après-midi. L'un des avantages à cette période de l'année, c'est que le soleil brille quasiment en permanence. Le lendemain matin, avec Rodrigo, j'essaie de trouver une voie d'escalade jusqu'au sommet du Sharps Peak, à 1200 mètres d'altitude. Moi, en tout cas, je suis content de sortir de mon kayak quelques jours. De poser pied à terre? Oui. Rodrigo me conseille de repousser l'escalade de quelques jours. Ce n'est pas bon toute cette neige fondue. Il faut attendre que ça se dégage pour y voir quelque chose. Quand il fait sombre comme ça, on ne distingue plus les différentes nuances de blanc. Et moi, il faut que je puisse repérer les crevasses. Avec cette lumière, tout est plat. Toujours heureux de marcher? Absolument. Moi, c'est le contraire. Je préfère les grosses vagues aux crevasses. L'escalade, c'est fichu pour aujourd'hui. C'est quand même beau. Nous regagnons péniblement nos tentes. Il ne nous reste plus qu'à lever le camp, charger les kayaks et rejoindre le pélagique et ses repas chauds.
Le 10e jour d'expédition, nous découvrons 3 tentes sur l'île Petermann. Intrigués, nous mettons pied à terre. Y a quelqu'un là-dedans? Nous sommes accueillis par 3 spécialistes des manchots qui campent ici chaque été. Bonjour, Comment ça va? ça fait plaisir. À nous aussi. Melissa Ryder m'emmène faire un tour. C'est la 5e année consécutive qu'elle vient à Petermann. Elle travaille pour Oceanites, une organisation écologique de Washington qui étudie la faune et la flore de la péninsule antarctique depuis une vingtaine d'années. Juste devant nous, il y a un couple de manchots papous. Celui-là, il a un poussin qui doit avoir pas loin de 3 semaines. Juste derrière, il y a des manchots Adélie. Leurs poussins sont tout gris et ils sont un peu plus âgés que les premiers. Leurs parents sont noirs et blancs, avec un bec noir. Est-ce que la population de manchots a changé en 5 ans? Celle des papous augmente, celle des Adélie diminue. Depuis l'année dernière, on a perdu 20% de manchots Adélie. S'ils continuent à disparaître au rythme de 12 à 20% par an, il n'en restera peut-être plus aucun sur Petermann d'ici 2021. À quoi c'est dû? Les Adélie adorent le froid, la banquise. Or, les conditions changent dans cette partie de la péninsule. Les papous, eux, préfèrent les climats plus chauds. C'est une espèce subantarctique qu'on trouve rarement au sud de l'île Petermann. Vous n'en avez pas assez de leur bavardage? J'entends rien. Vous savez, quand je rentre chez moi et que je prends certains vêtements que j'ai portés ici en Antarctique, ça sent très fort dans ces colonies à cause du guano. Donc quand je sors un gant et que je fais « Oh, ça sent le guano », la plupart des gens trouveraient ça répugnant. Moi, ça me réchauffe le cœur. Nous faisons ensuite une petite visite à la station chilienne Gabriel González Videla. Sur l'île du Roi-Georges, des scientifiques ont parlé à Fiona d'un drôle de manchot, presque aussi blanc qu'un albinos, qui vivait près de la base. Depuis, notre naturaliste nous tanne pour qu'on parte à sa recherche. Ils se ressemblent tous. Le voilà! Qu'est-ce qu'il est beau! On distingue une petite tache blanche sur sa tête. C'est l'absence de pigments. Il est magnifique. Et il est juste devant moi. À quoi? 5 mètres? Il est tellement mignon. C'est incroyable. Quel animal merveilleux. Tandis que Fiona reste à contempler le manchot albinos, de mon côté, j'explore la base et je m'entretiens avec les 14 soldats stationnés ici, été comme hiver. Bizarrement et contrairement à ce que stipule le traité sur l'Antarctique, je ne vois aucun chercheur. Il faut dire qu'ici, les activités scientifiques coûtent cher et les 27 pays concernés ont du mal à trouver le financement nécessaire. Et comme aucun d'entre eux ne veut pour autant renoncer à son secteur, certains remplacent en douce les chercheurs par des militaires. Ça a été sa journée la plus sympa. Vraiment. Dès que le ciel s'éclaircit, Rodrigo et Sean organisent une petite escalade. C'est de la poudreuse? Mais ça va. À mi-parcours, l'été se rappelle à leurs bons souvenirs. Pete manque de disparaître dans une crevasse profonde, mais invisible. La vache. C'est stupéfiant. Splendide. Après l'escalade, un petit bain pour se rafraîchir. Pas franchement conseillé dans une eau à moins 1,5 degré. Bon sang! Tu peux pas monter, on est en plein tournage. Déconne pas. La vache!
Pas chaud, hein? Je suis prêt à remettre ça. Ah, mes pieds! De retour dans nos kayaks, nous mettons le cap sur le sud, en direction du canal Lemaire, un des plus beaux coins de la péninsule antarctique. Fait exceptionnel, le ciel est dégagé depuis plusieurs jours. Nous passons de longues heures en mer. Partout, l'impact du réchauffement climatique est visible et la température ne cesse d'augmenter. Il fait maintenant plus de 5 degrés. Il y a une trentaine d'années, les scientifiques prédisaient que les conséquences de l'activité humaine sur le climat se feraient d'abord sentir au niveau des pôles et que l'un des premiers effets serait la dislocation des ice shelves, ces gigantesques plateformes de glace qui protègent les glaciers. Or, c'est exactement ce qui est en train de se produire. 2 des 10 ice shelves qui entourent la péninsule ont déjà totalement disparu. En mars 2002, les scientifiques ont vu les 500 milliards de tonnes de l'ice shelf Larsen B se désagréger en plusieurs milliers de petits icebergs. Et en mars 2008, une plaque d'une soixantaine de kilomètres carrés s'est détachée de la plateforme Wilkins. Par leur rapidité, ces bouleversements font craindre que la glace de la péninsule elle-même ne se détériore bien plus vite que prévu. Skip Novak, qui vient ici chaque année depuis 20 ans, ne cache pas son étonnement. Il y a moins de glace ou la situation est normale? C'est vide. Depuis que je fais le voyage, il y a toujours eu beaucoup de glace de dérive, de fragments de glace et d'icebergs. Là, c'est complètement vide. Port Lockroy, situé sur une île minuscule, est une ancienne station britannique. Cet endroit est l'exemple type de ces petites bases utilisées dans les années 40 et 50 et laissées à l'abandon. Celle-ci a été entièrement reconstruite et on y présente toutes sortes d'objets utilisés au quotidien par les scientifiques. Nourriture pour chiens, raquettes, vieux skis. Il y a des manchots papous partout. On les voit de la fenêtre. Rick Atkinson a débarqué ici pour la première fois en 1971. Il était conducteur de chiens de traîneau pour le British Antarctic Survey qui fait des levées topographiques. Il vient d'écrire un livre sur les hommes et sur les chiens de l'Antarctique. On a utilisé des équipages pendant une cinquantaine d'années et pratiquement toute la péninsule a été explorée en traîneau. Les levées étaient effectuées à la planchette. C'était bien avant l'invention du GPS. Malheureusement, les chiens ont disparu de l'Antarctique dans les années 90. Le traité interdit l'introduction sur le continent de huskies et de toute autre espèce exogène, l'homme excepté. L'objectif de cette mesure était de limiter le risque de transmission de la maladie de Carré aux populations de phoques ou à d'autres espèces. Obligé de se reconvertir, Rick gère aujourd'hui le seul magasin et la seule poste de tout le continent. La saison dernière, il a vendu 8 tonnes de t-shirts et polaires. Et combien de cartes postales? L'an passé, 80 000 cartes ont été envoyées de Port Lockroy.
Vous attendez combien de visiteurs cette année? On espère en accueillir encore 17 000. D'ici la fin de la saison? 17 000 touristes par an? C'est le site le plus visité de la péninsule antarctique. Depuis longtemps déjà, le tourisme a remplacé la chasse à la baleine et aux phoques comme principale industrie du continent. Les bateaux de croisière amènent chaque année plus de visiteurs. L'année dernière, ils étaient 45 000. Un tel afflux est-il bon pour l'Antarctique? Difficile à dire. Il est vrai qu'un tour en hors-bord entre les icebergs est un bon moyen de convaincre les gens de l'extraordinaire beauté de cet endroit et de l'urgence qu'il y a à le protéger. Mais d'un autre côté, davantage de navires de croisière signifie aussi plus de risques d'accidents, de déversement de carburant et même de perte de vies humaines. Vous vous souvenez de l'Explorer qui a coulé sous nos yeux? Imaginez qu'un de ces gigantesques bateaux transportant 4000 passagers ou plus se trouve un jour en difficulté. Qui viendra à leur secours? Il est impossible de stopper le tourisme en Antarctique. L'avenir de ce continent, c'est la dizaine de navires qui, chaque jour, de décembre à février, longent les côtes de la péninsule. Plus de 80 bases scientifiques actuellement en activité sont réparties sur tout le continent. Parmi elles, la station ukrainienne Akademik Vernadsky joue un rôle de tout premier ordre. Les scientifiques qui se succèdent ici depuis plus de 50 ans tiennent le meilleur relevé météorologique de la péninsule. Cette base accueille 14 Ukrainiens en mission pour 12 mois. Ces hommes ont la vie dure et souffrent parfois de solitude. Tous ceux que j'ai rencontrés connaissaient à la minute près la date et l'heure de leur atterrissage à Kiev. Gleb me présente celui que l'on surnomme Monsieur Ozone et qui occupe probablement le poste le plus important de la station. Tous les jours, depuis plus de 20 ans, cet homme effectue la même tâche dans cette pièce minuscule. Alors, que fait Denis? Il mesure le taux d'ozone. C'est aussi simple que ça. Il ouvre la lucarne, pointe sa machine vers le ciel et prend ses mesures. Oui. Combien de fois par jour? 4 fois. Ce qui veut dire qu'il dort avec sa machine. Oui. C'est dur comme boulot. Il fait ses premières mesures vers 5 h du matin ou même à 4 h 30. Il doit toujours être disponible. C'est pour ça qu'il dort sur place. C'est pas mal, tout est à portée de main. J'aimerais vivre ici. Le trou dans la couche d'ozone a été découvert ici même, avec cette machine. Ce sont des Britanniques, et plus précisément un certain John Shanklin, qui les premiers ont détecté l'amincissement de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Depuis, au prix d'une surveillance constante et d'une interdiction des chlorofluorocarbones, le monde tente de lutter contre ce grave problème environnemental. Nikolai est l'homme indispensable de Vernadsky. C'est lui qui entretient les moteurs sans lesquels rien ne marcherait. Quant à nous, nous profitons de tout cet air chaud pour faire sécher nos bottes et nos tentes. Les Ukrainiens ont ouvert l'un des bars les plus australes de la planète. Nikolai réalise des tours de magie. Des soutiens-gorge gracieusement offerts décorent l'endroit. Pete ne résiste pas à l'envie d'en essayer certains. Alors que nous explorons le canal Grand Didier, au nord du cercle antarctique, le temps se gâte. 8 jours durant, il fait froid et il pleut.
Les vents soufflent sur les pentes des glaciers et cinglent l'océan. On ne s'attendait pas à avoir de la pluie en Antarctique. Et ça fait presque une semaine qu'il pleut, tous les jours. On a de grosses tempêtes, de petites bruines. C'est plutôt de la neige fondue, mais elle détruit les plaques de glace et de neige sur les rivages de la péninsule. À Port-Locroy, nous avions discuté avec Rick Atkinson des ravages causés par la pluie. Elle pénètre dans les crevasses et se glisse sous les glaciers qui se disloquent plus rapidement. La pluie agit comme une sorte de lubrifiant. Par ailleurs, en surface, contrairement à la neige, elle n'offre aucune protection thermique. Or, une fois le seuil critique atteint, la glace a tendance à fondre terriblement vite. Et quels sont les effets sur les bébés manchots? Les poussins sont couverts d'une bonne couche de duvet qui les protège du froid sec. Mais quand ils sont tout trempés, comme maintenant, ce qui les maintient en vie, c'est uniquement leur estomac bien plein. Parce que le fait de digérer génère de la chaleur. Et si la pluie s'arrête? Si la pluie s'arrête et qu'il gèle, je préfère ne pas imaginer ce qui peut se passer. C'est affreux, non? Rien n'est plus décourageant pour Rick Atkinson que cette pluie de plus en plus abondante chaque année. Et ces centaines de poussins grelottants sont la triste preuve que le réchauffement climatique affecte non seulement la glace, mais aussi la faune et la flore. Notre voyage nous emmène très loin vers le sud de la péninsule. Le soleil réapparaît enfin. Nous sommes de plus en plus exposés au vent et loin de tout secours. Le paysage est devenu grandiose et la mer s'agite. Le ciel est d'un bleu trompeur. Le thermomètre affiche -17. Vous connaissez l'île de Taille? Nous approchons de la petite île. Mouiller dans ces eaux s'annonce très difficile. En cas d'échec, nous serons obligés de naviguer encore un jour ou deux avant de trouver un endroit plus approprié. On se laisse bercer par le calme ambiant. C'est tellement beau. Mais le vent souffle à 60 km/h, ce n'est pas évident de jeter l'ancre. Et la nuit, si le bateau n'est pas en sécurité, on dort mal. L'opération a finalement réussi. Au matin, il fait encore très froid, mais le vent est tombé. Je descends à terre jeter un coup d'œil au camp W. Un vieux refuge britannique totalement à l'abandon depuis que ses derniers occupants ont préféré prendre le large. C'est un vieil entrepôt qui doit être vide depuis une cinquantaine d'années. Conformément au traité, il aurait dû être démoli, mais il est toujours debout. C'est un peu sinistre, j'avoue. Ça devait être la pièce la plus utilisée parce qu'il y a le poêle. Et on sait qu'ils étaient au moins 8 à dormir ici. Là, c'est écrit « Nous passons parfois par ici ». Les réserves de charbon, de paraffine et d'essence sont à utiliser uniquement en cas d'urgence. Quand les titres du British Antarctic Survey circulaient encore en traîneau, ils devaient s'arrêter ici. Ils avaient largement le temps de lire, vous imaginez. Et vu les titres, ils lisaient surtout des polars et des romans à l'eau de rose. Une façon de s'évader le plus possible. On comprend pourquoi ça a été abandonné. Les gars ont dû profiter d'un navire qui avait jeté l'ancre pour déguerpir. Et ils pensaient probablement revenir, mais non. L'avenir du refuge n'est pas encore scellé. L'Antarctic Survey n'a pas encore décidé s'il allait le détruire. Le plus incroyable ici, c'est qu'on est parfaitement seul.
C'est splendide. Ça devrait être considéré comme une autre planète. La planète antarctique. Plus on descend vers le sud, plus il fait froid et plus il y a de glace. Naviguer dans ces eaux devient périlleux. Tout le monde est sur le pont, l'œil rivé sur les plus gros icebergs et les épaisses plaques de banquise. Un peu partout, de gigantesques masses de glace roulent dans l'océan. Tout à coup, nous apercevons devant nous une arche d'une rare beauté. C'est à croire que ce spectacle nous était destiné. On n'avait pas prévu de passer si près. On s'est approché parce qu'une arche de glace, ce n'est pas courant. Je n'en avais jamais vu une s'effondrer. C'est époustouflant. On est 11 à bord, l'Antarctique on connaît bien, et aucun de nous n'avait jamais vu ça. Le lendemain matin, nous allons sur le site en kayak. Pendant la nuit, l'arche a fini de s'affaisser dans l'océan. Cet événement nous incite à méditer sur l'avenir de la glace antarctique. Pour l'instant, cette dernière semble immuable. Depuis toujours, la glace protège ce continent contre l'exploitation du pétrole, des diamants et autres minéraux précieux de son sous-sol. Mais la hausse des températures et la fonte toujours plus rapide des glaces rendent le continent plus accessible par endroits, ce qui ne fera qu'aiguiser les appétits territoriaux. Car malgré le traité, certains pays reviennent sur d'anciennes revendications ou en font de nouvelles. Fin 2007, le Royaume-Uni a annoncé qu'il réclamait près d'un quart du continent, afin d'asseoir ses droits sur les plateformes de glace côtière et tout ce qui se trouve en dessous. Très vite, le Chili et l'Argentine ont fait de même. Depuis, les trois nations se déchirent, tandis que la glace, elle, disparaît lentement. À quelques 150 km au sud du cercle polaire, par un jour de janvier extraordinairement calme et une température de 7 degrés, nous mettons le cap sur la sortie du Crystal Sound. De là, nous espérons nous frayer un chemin à travers la banquise, franchir un passage étroit appelé le Gullet
et gagner la baie Marguerite, encore plus au sud. Non, ça c'est... Infranchissable. C'est fini? Peut-être bien. On n'ira pas plus loin, je le crains. C'est clair qu'on ne pourra pas passer. Et le Gullet, c'est le seul moyen d'aller plus au sud. La voie est bloquée. Devant nous, 3 kilomètres de banquise morcelée et une dizaine de kilomètres de glace encore attachés au rivage. Comme tous les voyageurs de l'Antarctique, nous savions qu'un jour nous serions forcés de rebrousser chemin. La déception est là, bien sûr, mais ne gâche en rien notre prodigieuse aventure. Prévenu par radio, le Pélagique vient à notre rencontre. Avant le retour vers le nord, une petite fête s'impose. Depuis que l'homme a découvert l'Antarctique, voici près de 2 siècles, il s'interroge sur son avenir. Comment ce continent évoluera-t-il? L'humanité saura-t-elle le respecter? Des éléments de réponse commencent à peine à apparaître. Si l'Antarctique reste sauvage et menaçant, c'est également un écosystème fragile qu'il faut préserver. Chaque fois que je quitte ce continent, à la joie d'avoir fini une mission, se mêle un sentiment de regret. Mais je me console car je sais que je reviendrai sur cette terre si singulière et si belle. C'est aussi un endroit où les États ont concrétisé cet ancien idéal de connaissance sans frontières. J'espère que ce lieu unique comptera de plus en plus de défenseurs et que son évolution, loin d'aboutir à sa destruction, fera progresser la science.